Comment s'est passé le Capital Market Days de Téléperformance? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite cet article. Donc, il a été fait à partir du visionnage des Capital Market Days. Il y avait un webcast. Donc, c'était une demi-journée à New York où Téléperformance, le management de Téléperformance a présenté son plan stratégique pour les 3 prochaines années. Et finalement, on va le voir après, ça a pas été, ça a été plutôt un non-événement et ça a plutôt été mal reçu par les marchés, comme d'habitude quand le management de Téléperformance communique. Allez, on y va. Donc ici, on a une intro du management, Daniel Julien, qui va bientôt prendre sa retraite, qui est le fondateur de l'entreprise, qui est encore, directeur, on va dire, adjoint, on peut dire ça comme ça. En tout cas, il est toujours à la direction, mais il est en train de passer le flambeau à Thomas Mackenbrock. Donc on est sur une boîte qui est dans l'expérience client, qui a aussi des services spécialisés à plus forte marge que l'expérience client qui est finalement des call centers. Téléperformance, c'est le numéro 1 du secteur. C'est pour ça que je l'ai en portefeuille. Dans ce secteur qui est très compétitif, il vaut mieux avoir les leaders. 10 milliards de chiffre d'affaires, plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, des dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Voilà, vous avez les chiffres ici globalement. Donc, dans cette réunion, Téléperformance a présenté quelques nouveautés, donc leur plateforme d'IA, leurs prévisions pour les 3 prochaines années, leurs prévisions aussi de croissance de leur marché total. Donc, ils visent un TAM, donc c'est Total Addressable Market de 1 trilliard 3 actuellement. Donc, bon, c'est quand même un gros marché qui est toujours en expansion. Maintenant, en fonction des segments du marché qu'ils adressent, c'est pas la même croissance. Et ils ont lancé quelques partenariats. Donc, rapidement, les chiffres qui ont été présentés d'un point de vue donc, voilà, financier, les ambitions pour 2028. Ils visent une croissance, on va dire, plutôt une croissance organique plutôt médiane, enfin, plutôt moyenne. Donc si on parle pour médiane, la fourchette qui est donnée, c'est 5 de croissance. Voilà, ça mélange deux croissances, parce qu'il y a la croissance de l'activité traditionnelle qui est plutôt faible, mais qui existe toujours, et la croissance de l'activité Specialized Services qui est plus forte et qui a des meilleures marges. D'ailleurs, en parlant des marges, ils visent une marge d'EBITDA. Donc eux, ils donnent une marge, c'est ce qu'ils assimilent à leur marge opérationnelle. Ils enlèvent ce qui est les dépréciations. Ils visent 15,5%. C'est d'après eux assez conservateur. À l'heure actuelle, on est sur une marge, il me semble, de 15%. Donc pas une forte expansion. Ils visent aussi un désendettement, ce qui est bien, 1,2 fois l'EBITDA en dette nette à la fin du plan. À l'heure actuelle, on est plutôt à 1,7 ou 1,9 de mémoire à voir. Mais en dessous de 2 à l'heure actuelle, ils visent à se désendetter quand même, ce qui est bien, hein, ça augmente le rendement de l'actionnaire quand on se désendette, puisqu'on paye moins de charges financières et donc ça augmente le résultat net que l'on peut rendre aux actionnaires. Ensuite, ils visent 3 milliards de free cash flow cumulés sur ces 3 ans, ce qui est pas exceptionnel, hein, comme prévision, puisque c'est déjà ce qu'on a à l'heure actuelle, 1 milliard de free cash flow par an. Donc ça embarque en fait leur prévision de dépenses en capital, puisqu'ils vont continuer à investir dans l'IA comme ils ont décrit on va le voir par la suite, dans la stratégie. Donc ils s'engagent à restituer 50% de ce free cash flow. Donc on a 1,5 milliard à redistribuer sur 3 ans via un mélange de dividendes et de rachat d'actions. Donc la proportion entre les deux n'a pas encore été arrêtée. Maintenant, 500 millions par an, c'est quand même sympathique, hein. Vous avez sur une market cap qui maintenant est un peu en dessous de 5 milliards d'euros. 500 millions, 5 milliards d'euros, ça vous fait quand même un rendement d'actionnaire qui est à 10%. Donc c'est quand même sympathique. À suivre. Alors, niveau stratégie, bon, c'est la stratégie sur ce genre de boîte, c'est toujours un peu de la flûte. Bon, marché adressable total, 1 trilliard 3, pardon, de dollars. Donc ils mettent ils mettent le détail ici. En gros, 3 piliers pour la stratégie. C'est développer le cœur de métier avec l'IA, donc embarquer de plus en plus l'IA dans les process de l'activité traditionnelle, donc les call centers. Donc ils mettent pour ça à disposition une plateforme d'IA dans laquelle ils continuent à investir. Cette plateforme, elle s'appelle Tipeee AI. Bon, toujours pareil, ils s'appuient sur leur équipe qui est mondialisée, hein, qui est
distribués à travers, diverses géographies pour, adresser les différents marchés. Donc, la prépondérance, en Inde, évidemment, pour tout ce qui est, en langue anglaise, les Philippines aussi et la Colombie pour, l'espagnol et l'anglais. Capturer de nouvelles opportunités dans l'IA, donc par exemple, ils développent des nouveaux services, ils sont fiers d'annoncer qu'ils font de l'annotation de données, donc c'est pas forcément, quelque chose à haute valeur ajoutée, mais bon, c'est nécessaire dans l'écosystème IA, donc pourquoi pas? Voilà, donc l'idée, continuer à offrir des services à plus forte valeur ajoutée, mais c'est pas non plus du conseil en IA, par exemple, hein. Enfin, ils vont faire un petit peu du conseil, mais on va devenir des spécialistes, de l'IA et développer des technologies, des nouveaux modèles et cetera. Donc là, c'est plutôt, embarquer l'IA dans ce qui existe déjà et aussi offrir de nouveaux services où finalement il y a toujours besoin d'humains dans la boucle, comme ils disent. Étendre les solutions verticales, donc en fait, ce marché, c'est par verticale. Donc, par exemple, banque, finance, assurance, tout ce qui est, contenu en ligne, réseaux sociaux et cetera. Donc l'idée, c'est de continuer à offrir des nouvelles, verticales, métiers sur lesquels ils sont spécialisés. Ils ont de la connaissance métier, c'est là leur valeur ajoutée, en fait. C'est qu'ils connaissent les process métiers depuis le temps qu'ils sont dans ce business. Donc, bah, ça va leur permettre d'aller capturer d'autres opportunités de croissance, à travers de nouveaux métiers qu'ils adressent, déjà, qu'ils n'adressent pas encore. Bon, voilà pour la stratégie, rien de très flambant, rien de très innovant, rien de bon, voilà, hein, on continue ce qui existe et on le booste avec l'IA, on met une nouvelle plateforme. Bon, voilà, c'est rien d'exceptionnel, hein. Ils ont par contre, ce qu'ils avaient annoncé, hein, déjà, c'est des partenariats avec des boîtes d'IA, donc ils ont, une enveloppe pour pouvoir investir dans des startups, qui proposent des services IA. Donc il y a une des startups, par exemple, qui avait une technologie pour gommer l'accent, mmh, des interlocuteurs, qui permet de fluidifier la communication avec, des clients. Donc ça, voilà, pourquoi pas, une petite enveloppe, ça leur permet d'avoir un avantage, en accédant à la technologie de façon, prioritaire ou exclusive. Ça, c'est pas mal. On a eu un focus sur le business process services, donc c'est le core services, en fait, c'est ce qu'ils appelaient core services. J'ai l'impression qu'ils ont renommé ce segment d'activité. Donc ils visent, ce marché, il va être en croissance de 3 à 4 sur la période, du plan stratégique. Bon, c'est pas une forte croissance, hein, c'est une croissance plutôt molle, mais c'est bon, c'est ce qu'il y a, déjà actuellement. Enfin, ça accélère un petit peu par rapport à la tendance actuelle. Donc il y a quand même un peu de croissance à aller, capter là-dedans. Comme on l'a vu auparavant, l'idée c'est, renforcer le cœur de métier avec l'IA, avoir d'autres verticales et cetera. Donc rien de très nouveau dans ce secteur-là. On aura toujours un petit peu de croissance et ça, donc du coup, cette activité, c'est, la vache à lait, hein, qui dégage des free cash flow qu'on va pouvoir investir ensuite, enfin qui dégage des cash flows qu'on va pouvoir investir ensuite dans, les acquisitions. Par exemple, côté Specialized Services et ou sinon, des free cash flows qu'on va pouvoir, rendre aux actionnaires. Pour l'activité Specialized Services, on a eu, des 2 interlocuteurs qui ont parlé de donc en fait, Specialized Services, c'est plutôt un portefeuille d'activités dans, des niches de marché. La dernière, par exemple, c'était, Zelpy, donc qu'ils ont intégré à leur, service qui s'appelait Language Line Solutions, qui était un service de traduction. Bah, là, maintenant, il y a, Zelpy qui a été acquis en novembre 2024, qui est un service d'interprétation en langage des signes. Donc bon, là-dessus, rien de très innovant non plus, hein. Pareil, expansion géographique sur ces différents services spécialisés. Nouvelle, offre IA et nouveaux segments de marché potentiellement. Voilà. Bon, par exemple, sur ZP, c'est de mémoire assez exclusif aux États-Unis et ben, ils visent à l'étendre hors États-Unis, en exploitant justement, en s'appuyant sur le réseau de téléperformance qui est, bah, du coup mondial. Donc là, il y a quand même un marché à les capter, hein. C'est pas mal, sur Specialized Services. Ce qui serait bien, c'est que enfin, ce qui est bien, c'est que c'est le marché qui est en plus forte croissance et qui a la plus forte enfin, c'est l'activité qui est en plus forte croissance et qui a la plus forte marge. Donc c'est pas mal pour, permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Marché adressable de ces activités, à peu près 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars sur 2025. Bon, ce plan stratégique, comment est-ce qu'il a été reçu par le marché? Bah, vous pouvez le voir, le jour de la communication, au moment de la communication du communiqué de presse, l'action s'est effondrée. Comme d'habitude, hein, c'est récurrent sur Téléperformance, à chaque fois que le management communique, c'est sanctionné. Alors, quelle est la part qui peut être attribuable, à la vente à découvert?
Les short-sellers sont quand même très présents, hein, sur Téléperformance. Donc sans vouloir être dans la théorie du complot, je pense que ça aide un petit peu quand même, d'avoir autant de vendeurs à découvert sur le titre pour appuyer à la baisse. Bon, hem, après qu'est-ce qui a été sanctionné? Parce qu'il y a quand même une mauvaise réception par le marché. Est-ce que c'est finalement le plan d'investissement dans l'IA et qui impacte du coup les free cash flow? Et donc ces free cash flow, ils vont rester à 3 milliards d'euros sur les 3 ans, donc 1 milliard d'euros annuels. Cette mesure d'ailleurs est conservatrice d'après, Daniel Julien. Donc on sanctionne le fait qu'on investisse dans l'IA, mais en même temps la boîte est sanctionnée parce qu'elle est disruptée par l'IA, donc c'est un peu paradoxal. Bon, est-ce que le retour aux actionnaires a été jugé insuffisant? Pourtant il y a une augmentation. On aura 500 millions. Par exemple sur 2025, on n'a pas eu de rachat d'actions et on a eu donc le dividende de 240 millions, quelque chose comme ça. Donc on était, et sur 2024, on a eu 415 millions de retour à l'actionnaire. Donc le retour à l'actionnaire est quand même en augmentation et on a un rendement de l'actionnaire qui est à l'heure actuelle à 10 rachat d'actions et dividendes inclus. Donc c'est quand même pas si mal. Est-ce que voilà, est-ce que c'est la communication du management qui a été sanctionnée, par le fait qu'ils sont trop confiants dans leurs prévisions et qu'ils ne veulent pas se remettre en question? Point d'interrogation. En général, ce qui se passe sur Téléperformance, c'est qu'il y a une publication, le cours s'effondre comme d'habitude et puis après on revient, on reprend le terrain qui a été perdu sans jamais vraiment dépasser une valorisation. Par exemple, on reste autour des, 5, en termes de valeur entreprise sur EBITDA. Donc à l'heure actuelle, on est à 4 en VE sur EBITDA. Voilà, et on végète souvent à 5. Sur 2025-2024, on a végété autour des 5, ce qui est très bas, hein, soit disant en passant, et ce qui permet d'avoir ce rendement de l'actionnaire qui est intéressant. Donc bon, voilà, il ne faut pas s'attendre à mon avis tant qu'il n'y a pas une accélération assez forte de la croissance, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on revienne à un multiple, plus élevé comme, par exemple à 7 ou 8 fois la VE sur EBITDA. Donc potentiellement, on va rester bloqué à 5, mais ce qui est pas si mal d'un autre côté, parce que ça vous permet d'engranger les 10 de rendement de l'actionnaire. Donc après tout, pourquoi pas? Après, il y a eu une session de questions-réponses. Bon, j'ai pris, quelques questions, celles qui me semblaient les plus intéressantes. Heu, donc il y avait une analyste de Goldman Sachs qui, a posé des questions sur les prévisions plutôt chiffrées. Il y avait une question sur et pourquoi la croissance, pourquoi vous visez 4 à 6? Qu'est-ce qui vous pensez qu'ils atteindraient les 4 à 6 de croissance organique sur la durée du plan? Alors que justement l'IA, c'est déflationniste, donc ça tire les prix de l'interaction par le bas. Donc ça, c'est en fait la partie, on va dire, prix de l'activité. Après, il y a une partie volume, hein, à chaque fois, donc dans le chiffre d'affaires, c'est prix fois volume. Donc en fait, ce qu'ils ont répondu, le management, c'est que l'IA apporte des nouvelles, opportunités de business et donc cette déflation de l'interaction, du prix de l'interaction, va être compensée par une hausse des volumes, avec les nouvelles offres qui vont être apportées. Des nouvelles lignes de service également vont aller dans ce sens-là. Côté marge, donc faible progression de la marge qui a été notée par l'analyste. Et en fait, pourquoi est-ce que donc pareil, Daniel Julien dit que c'était, oui, c'était conservateur comme cible et c'est dû aux investissements dans l'IA, en fait, qui vont être nécessaires pour aller, quand même chercher un peu de croissance. Donc voilà, faible progression de la marge et donc les investissements vont impacter cette marge-là, qui sera quand même en augmentation sur la durée du plan. Pour les free cash flow, donc pareil, les 3 milliards ont été jugés un peu prudents, donc les 1 milliard annuels et c'est dû au fait aux dépenses en capital qui seront visées entre 2 et 2,5 des ventes. Donc ça peut augmenter aussi sur les années. Donc ça va dépendre vraiment de leurs investissements. Le management a l'air de viser que c'est nécessaire, a l'air de dire que c'est nécessaire de faire ces dépenses en capital. Moi, je pense que ça l'est. Le marché sanctionne, donc je vais redire, le marché sanctionne que la boîte sanctionne la disruption par l'IA, alors que la boîte et que Téléperformance est en train d'investir dans l'IA pour son activité. Donc il y a un paradoxe. Hem, Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins ils font l'effort de faire la dépense en capital dans ce secteur. Il y avait une autre question sur le retour aux actionnaires. Donc pourquoi est-ce qu'ils augmentent pas beaucoup plus les rachats d'actions, comparativement aux dividendes? Parce que les investisseurs anglo-saxons, ils préfèrent les rachats d'actions. L'argument principal, c'est que c'est plus efficient fiscalement, mais le directeur financier, Olivier Rigaudy, a rappelé que les rachats d'actions
supporte une taxe de 8%. Alors je me souviens plus, donc je sais que c'est en France qu'il y a une taxe sur les rachats d'actions, je me souviens plus si c'est, quelque chose qui est global. Peut-être qu'ils pourraient le résoudre en délocalisant le siège social, hors de France. Donc c'est aussi, voilà, ça du coup, il y a du frottement fiscal aussi, hein, sur les rachats d'actions. Comme je l'évoquais plus haut, ils n'ont pas arrêté la répartition entre dividendes et rachats d'actions pour ces 500 millions d'euros annuels. Et donc ça va être dit plus tard, mais je ne les vois pas baisser le dividende, hein. Le dividende, il est à l'heure actuelle, sur 2025, il est à 240 millions d'euros de mémoire, ce qui donnait un rendement quand même de 4,5%. Donc je pense que ça va rester à ce niveau-là, en termes de dividende. Peut-être voilà, ça va rester à 4,5, 5% de rendement du dividende et on top, on va dire, on aura les rachats d'actions. Et puis, Rigaudi n'a pas pu s'empêcher de glisser qu'avoir une boîte qui a un free cash flow yield de 25%, c'est-à-dire un price to free cash flow de 4, c'est quand même un peu exceptionnel et c'est assez rare. Donc tant que ça se maintient, en fait, c'est un des arguments qui me fait tenir la position, hein, même si c'est volatile, c'est que, quantitativement, c'est toujours très peu cher, hein. 25% de rendement des free cash flow, ça vous dit que si, théoriquement, vous achetez la boîte, en 4 ans, vous avez remboursé votre prix d'acquisition si on vous verse tous les free cash flow. Donc c'est quand même pas si mal, hein. Donc ce qui veut dire aussi qu'on arrive toujours à générer des free cash flow et que l'IA n'arrive pas à disrupter complètement cette activité. Je me dis d'ailleurs, une petite remarque, il y a eu une enquête de Gartner qui a interrogé des décideurs sur l'utilisation de l'IA, 153 décideurs de mémoire et la plupart ont dit qu'ils ne pouvaient pas complètement remplacer le service client par l'IA et qu'ils continuent à adopter une approche hybride humain-IA. Donc voilà, à mon avis, sur la taille du plan stratégique, sur la durée du plan stratégique, pardon, je pense qu'on aura bien ce qui a été prévu, ce qui est prévu ici par le management. Voilà, ça me semble assez conservateur. Ils ne voient pas une forte croissance, ils voient un maintien du free cash flow, une légère hausse de la marge, rien d'exceptionnel, mais du coup, ce conservatisme me convainc de croire dans ce plan. Conclusion de ce Capital Market Day, donc mal reçu par le marché, prévision plutôt conservatrice, communication peut-être jugée un peu arrogante par le marché. Ils ont évidemment parlé beaucoup de l'intelligence artificielle, mais ça, ils sont obligés de le faire, sinon ça aurait été sanctionné. Et en même temps, quand ils le font, c'est quand même sanctionné. Bon, je suis toujours convaincu par la génération de free cash flow et le retour aux actionnaires, donc pas de problème. Sur la croissance, c'est le flou complet. 4 à 6% maintenant, c'est pas très optimiste non plus. À mon avis, ça sera aussi surtout tiré par les services spécialisés. Ce que j'en pense, c'est que finalement, le titre va revenir tranquillement sur les peut-être les 100 €, quelque chose de cet ordre-là. Donc sur un multiple de VE sur EBITDA de 5, là où il végète depuis 1 an. Et puis on va continuer à empocher sa rémunération de l'actionnaire en attendant. Et après, vous faites ce que vous voulez de ce retour à l'actionnaire, hein. Vous pouvez soit le réinvestir en téléperformance, soit l'investir ailleurs, soit le retirer. Enfin, voilà. Donc c'est toujours value pour moi. Ça reste volatile et ça reste très shorté. Donc ça ne doit pas être une grosse part de votre portefeuille si vous l'avez en portefeuille, mais je pense que ça reste intéressant. J'espère que cette revue du Capital Market Days de Téléperformance vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.